Alors, chers amis, bonsoir à tous. Bienvenue aux fidèles du Sales Talk by Eurydice. Sachant que cette année, ça démarre fort, notamment sur les sujets qui nous concernent, que ce soit lié aux neurosciences, que ce soit lié à l'intelligence artificielle. Et ce soir, une déclinaison à travers la question du prompt. Et on va bientôt présenter notre invité notamment. Donc, merci d'être là pour suivre cette émission modeste et géniale à la fois. Je rappelle le concept. On va d'abord échanger avec notre invité expert, puisqu'on aura, et ça va être une dimension très pratico-pratique sur la notion de prompt engineering notamment. Et vous pourrez évidemment intervenir. Au début, vous posez votre question dans le chat, comme ça, moi, je regarderai et je verrai. Et puis, on n'hésitera pas à vous donner la parole par rapport à ces éléments. Je me permets un petit point d'introduction, puisque raconter une anecdote personnelle, et je ne résiste pas, puisque mon ami Sylvain, au moment des fêtes de Noël l'année dernière, me dit est-ce que tu as prompté, est-ce que tu as essayé ChatGPT? À l'époque, je me dis mais de quoi il me parle? Je pensais qu'il me parlait d'un jeu vidéo. Je comprenais pas très bien l'allusion. Et 10 mois après, 9 mois après, eh bien, on voit qu'on est tous, c'est le sujet majeur qui, en 10 mois, s'est imposé. Je connais pas d'ailleurs tout à fait d'équivalent qui, en si peu de temps, a mis une telle révolution parmi les révolutions techniques d'une manière générale, à tel point d'ailleurs que, pris dans son élan, on a créé à l'initiative de Sylvain notamment un module qui est rentré en place dès la rentrée sur justement la question du prompt engineering. Et donc, on y reviendra. Voilà, donc une fois ce préambule posé, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et on est ravis, et c'est Sylvain à qui je passe la parole, va présenter. Merci Alexandre d'ores et déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Erwan pour cette introduction. Effectivement, comme tu l'as dit, je crois que de mémoire d'homme vivant actuellement, on n'a jamais vu un phénomène aussi fort et une adoption aussi massive que les IA génératives. Comme tu le disais, mois de novembre 2022, le truc existe dans un cercle d'initiés dont fait certainement partie Alexandre, mais pour le grand public, ça n'existe pas. Et en quelques mois seulement, c'est devenu une évidence de réflexion. La réalité n'est pas toujours aussi pragmatique que ça, et c'est pour ça qu'on est ravis d'accueillir Alexandre pour décrypter un petit peu tout ça. On a dit qu'on allait parler de prompt, mais évidemment que comme on a la chance d'avoir un expert beaucoup plus global que juste le prompt engineering, on va en profiter pour évoquer le sujet de manière un peu plus circulaire. Donc, Alexandre Lavallée nous fait le plaisir d'être avec nous. Alexandre est donc le fondateur de Passport IA et de Cela Studio, après une belle carrière dans la tech. Mais Alexandre, je te laisse te présenter en quelques mots avant qu'on puisse démarrer. Ouais, super. Merci à tous pour l'invitation. Ça s'est fait honnêtement un petit peu en last minute et j'aime bien l'esprit de pouvoir venir partager sur ce sujet avec vous. Moi, je suis un ancien commercial puisque, comme tu l'as dit, Sylvain, j'ai passé quasiment 6 ans à faire du sales, notamment chez Google. Et il y a à peu près 3 ans, j'ai découvert un petit peu la data science et le deep learning en faisant une reconversion professionnelle, en faisant Le Wagon. C'est un organisme de code sur Paris, assez cool, assez sympa. Et si tu veux, je n'avais pas forcément prévu de partir de Google, mais en faisant ça, j'ai rencontré d'autres personnes, un chercheur, un autre développeur, et on commençait un peu à s'intéresser au sujet de génération d'images à partir d'IA, à partir de texte, ce qu'on voit maintenant dans Midjourney, DALL-E, etc. Et c'est comme ça un petit peu que tout s'est lancé. Je me suis décidé de me lancer ma boîte dans ce secteur-là avec Celas. Et depuis 1 an, j'accompagne aussi des boîtes en fait sur ces sujets de IA générative, comment utiliser ces modèles de langage, comment ça marche un petit peu le prompt, pour que ça soit applicable dans le monde de l'entreprise. Donc, voilà un petit peu pour me concernant dans les grandes lignes. Donc, un ancien sales qui s'est un petit peu reconverti à jouer, à tester tous les modèles de langage, le texte vers l'image, les modèles textuels, ce qui permet de faire des vidéos, ce qui permet de faire de l'audio, un peu comme si c'était des Lego au final. Et c'est ça. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, Alexandre. Et effectivement, je crois que c'est la question qui taraude un peu toutes les directions générales, où tout le monde veut avoir l'air un peu smart, en se disant oui, j'utilise de l'IA, mais en vrai,
on ne sait pas trop encore où ça se trouve. On voit qu'il y a des nouveaux modèles, des nouvelles entreprises qui se créent quasi exclusivement sur ce modèle. Et puis des entreprises qui tentent d'essayer d'en faire quelque chose. Alors, avant qu'on rentre dans des détails, entre guillemets, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'évolution de tout ça et puis nous faire un petit état de l'art? On en est où des IA aujourd'hui? Est-ce que Bard, ça existe vraiment? Où en est Amazon? Que fait Google? Enfin bref. On parle de version 4 de GPT et ainsi de suite. Ouais, on va en parler. Bah, peut-être, je pense que c'est bien, surtout si dans la salle, tout le monde n'est pas forcément au fait de d'où viennent ces modèles, comment fonctionnent ces modèles-là. Donc, on peut peut-être commencer rapidement et déjà de se dire que ce que on assiste aujourd'hui n'est au final que la résultante d'un mouvement beaucoup plus grand qui a été initié déjà dès les années 40 avec les premiers travaux que Turing a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, autour des travaux Enigma, des technologies de cryptage qui ont été un petit peu la base de l'ordinateur, on va dire, moderne. Et il y a eu différentes vagues de l'IA, et je vais aller faire très vite. Il y en a eu 3 grandes vagues de l'IA avec des moments de gloire et des moments où on n'en entend plus parler. Et récemment, depuis 4-5 ans, on a un nouveau type d'IA qui est en train d'émerger, les IA génératives, qui, par opposition, par le passé, sont nouvelles, parce que ces IA génératives ont la spécialité de pouvoir créer du contenu qui soit nouveau. Donc du texte, tout type de texte, du contenu image, du contenu vidéo. Et cette IA générative qui est capable de créer des nouvelles choses, elle est à l'opposition de ce qu'on a connu sur, globalement, les 10 dernières années, où on avait plutôt, quand on parlait d'IA, mais plutôt l'aspect analytique des choses. Typiquement, la Banque de France va chercher des anomalies dans des lignes et des lignes de CSV, de lignes bancaires pour trouver des petites fraudes. Plutôt l'IA comme analytique, moins dans l'aspect création, l'aspect nouveau. Et donc, globalement, tout s'est accéléré il y a 4 ans. Il y a un papier de recherche qui est sorti par les équipes de Google sur les transformers, la technologie transformer. Et en l'espace de 3 ans, la société OpenAI a développé son modèle de langage GPT, qu'elle a sorti au grand jour en décembre 2022 pour le grand public, avec une version gratuite et une version payante, alors que ce modèle est en soi déjà dans les cartons depuis 2020. Il y a eu quasiment 1 an et demi de tests en interne avant être capable de dire OK, on peut le mettre dans la main du public, c'est a priori safe. Et donc, depuis décembre 2022, le monde a été exposé. On avait vu l'aspect image. C'était hyper intéressant de créer des images avec Midjourney et autres. Mais ChatGPT a mis une baffe globalement à tout le monde parce que en l'espace de quoi on est maintenant au mois d'octobre, on a déjà des nouvelles variations de modèles qui sont sorties. Tu parlais de l'aspect un peu où on en est aujourd'hui. Sans conteste, GPT-4 aujourd'hui est pour moi le LLM le plus performant par rapport aux tâches que je lui demande, avec lequel je vais travailler. Il y a des challengers, je pense notamment, peut-être avant de parler de Apple et de Google, mais je pense à Anthropic, qui est une société américaine qui est bien entendu backée par des anciens de Google DeepMind, qui eux travaillent avec des modèles qui sont on va dire peut-être de taille équivalente ou un peu inférieure à GPT, mais qui vont pouvoir travailler avec beaucoup de données. Et typiquement, ça, c'est des choses qu'on aborde généralement peu, mais ces modèles de langage comme ChatGPT, ils ont des limites, notamment une limite qu'ils ne peuvent pas être capables de lire tout type d'informations. Ils ont des contraintes de mémoire, comme si ils ont des contraintes de mémoire. Et donc, il y a des challengers comme Anthropic qui arrivent et qui proposent des contextes d'utilisation avec 100 000 tokens, à comparaison sur GPT-3, ce que vous utilisez en version gratuite, on est plutôt autour de 4 000 tokens de mémoire. Donc, sachant que 1000 tokens, c'est à peu près 750 mots. Donc, on voit des dynamiques se mettre en place. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que déjà, Apple n'a pas dit son dernier mot. Apple s'est montré un petit peu sur le recul par rapport un petit peu à tout ça. Plutôt sur des problématiques de hardware plutôt que de LLM pur. Mais globalement, on sait que tout le monde a vu la différence entre un ChatGPT et un Siri. Maintenant, ça nous semble impensable
que Siri reste ce qu'il est en les termes actuels dans les produits de Apple, ça c'est sûr et certain, ça va bouger. Et celui dont j'ai été un peu surpris à titre personnel, parce que ayant passé quasiment 6 ans chez Google, ça a été le move un peu tardif d'une boîte comme Google qui s'est fait totalement renverser par un groupe, OpenAI, qui est à peu près 300 personnes et qui ont un petit peu bousculé les codes. Quand on sait que Google a la plus grosse flotte de chercheurs au monde, ils ont des flottes. C'était la question que je voulais te poser, Alexandre, du coup, comment est-ce qu'on explique cet écart là-dessus quand on voit la puissance de feu de Google, notamment, d'avoir laissé passer ça, ou de ne pas pouvoir récupérer peut-être le retard, sachant que même s'il y a eu, on sait, un retard à l'allumage avec Bard notamment, mais en se disant qu'ils auraient pu rattraper et s'imposer, voire Apple évidemment, compte tenu de leurs moyens. Alors, c'est intéressant. C'est avant tout une bataille Microsoft-Google qui était déjà menée sur d'autres types de territoires de produits dans le passé et qui se répète aujourd'hui. Mais je pense que, bien entendu, Google souffre de ce qu'on appelle le first mover advantage. OpenAI a pris l'initiative en étant le premier en y allant. Et donc, maintenant, ChatGPT, si vous voulez, c'est un peu comme Walmart dans la tête des gens. C'est une marque, c'est quelque chose, c'est facilement identifiable. Bard, globalement, je ne sais pas. Je pense que d'un point de vue communication, branding, clairement, il y a eu des manquements côté Google. Après, il faut se rappeler aussi que il y avait même pas un an, on ne savait même pas ce que c'était un LLM ou ce que c'était un prompt. Donc, dans l'ordre des choses, j'ai envie de dire, il faut se réfléchir par rapport aux assets individuels que ces GAFA ont. Et pour moi, Google, c'est avant tout YouTube, c'est avant tout l'économie de la création de contenu, c'est des heures et des heures et des heures de vidéos. Donc, ils ont fait des annonces qu'ils vont avoir un nouveau modèle qui s'appelle Gemini, qui devrait normalement être disponible courant de fin de cette année ou début de l'année prochaine, et qui serait vraiment, je pense, va apporter quelque chose d'assez nouveau et tranchant, notamment sur l'utilisation de la vidéo. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les bruits de couloir. Ok, donc si on résume, pour l'instant, effectivement, on voit que OpenAI a pris une longueur d'avance, hein. Alors, il y avait aussi une explication, Alexandre, qu'on a beaucoup entendu à l'époque, c'était que Google prenait un risque colossal à présenter une solution qui ne soit pas 100% fiable, alors qu'on a pardonné toutes les coquilles à ChatGPT. Comme c'était gratuit et que ça venait d'une startup, tout le monde trouvait ça mignon quand ChatGPT se trompait. Quand Google a testé Bard et que Bard s'est trompé, Google a perdu 2 milliards de valeur. Donc, si tu veux, je suis d'accord, mais c'est un peu le loup qui rentre dans la bergerie, parce que derrière cette startup OpenAI, tu as quand même Microsoft qui fiche un chèque en blanc d'1 milliard pour utiliser leur puissance de calcul sur leur serveur. Donc, bon, c'est… En tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, la guerre est loin d'être terminée, et que bien malin qui pourra dire quelle sera l'IA au sommet en 2025. Bon, en tout cas, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une très, très grosse dynamique d'à peu près toutes les grosses boîtes de la tech sur le sujet. On voit Microsoft qui a intégré Copilot à toutes ses licences Office 360. Donc là, il va y avoir une diffusion en masse du modèle Copilot et donc du modèle ChatGPT. Alors, concrètement, Alexandre, aujourd'hui, rentrons un peu dans le vif du sujet. On a évoqué… Alors, peut-être non, parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, il y a régulièrement des gens qui me posent la question et je suis bien embêté de leur répondre parce que je n'ai pas suffisamment creusé. Comment ça marche? Comment ça marche un ChatGPT? Écoutez, c'est une super question. Pour la faire courte, on va simplifier et on va dire qu'on se situe à l'étape où on commence à entraîner le premier modèle de ChatGPT qui est sorti, et en langue anglaise. Faisons simple, on veut entraîner ce ChatGPT en mode anglaise. Au début, ChatGPT, globalement, littéralement, il connaît 50 000 mots, à peu près 50 000 mots du dictionnaire Oxford, du dictionnaire anglais, qu'il a vu, qu'il a appris, il sait ce que c'est la définition de ces 50 000 mots. Et puis, il a vu tout un tas de textes qu'on lui a donnés, voilà, des rapports, des articles de presse sur un peu tout et son contraire, du Wikipédia, etc. Donc, ChatGPT, il connaît 50 000 mots. Et en fait, quand littéralement, je vais poser une question à ChatGPT, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais dire, par exemple, mon nom est,
Et sur les 50 000 options de mots qu'il a vues, il va essayer de trouver la probabilité qui soit la plus élevée parmi ces 50 000 propositions. Donc, mon nom est Alan, si Alan est le mot qui est le plus remonté dans le dataset, s'il y a beaucoup de Alan dans le dataset, par exemple. Et donc, en fait, un chat GPT, il fait de la prédiction de mots suite à une autre suite de mots. Donc, concrètement, il n'est pas du tout, c'est pas quand on dit intelligence artificielle, c'est un problème parce que c'est pas une intelligence, c'est plutôt de la probabilité où quand j'ai une suite de mots, globalement, dans le corpus de la langue que j'ai étudiée, ici la langue anglaise, j'ai cette suite de mots qui reviennent le plus souvent. Donc, ma couleur favorite est prédiction, le rouge, parce que c'est le mot qui a la probabilité la plus élevée. Et donc, ça, c'est sur un seul mot. Et ça, il faut dire que ce processus itératif de prédiction d'un mot à la suite est fait de manière itérative sur l'ensemble des phrases. Il y a un petit facteur de chaos pour avoir un peu de la créativité, mais globalement, on a donc des chats GPT qui sont entraînés à prédire des mots suite à des autres suites de mots. Et le truc, c'est qu'ils ont tellement bien appris, on leur a donné tellement d'informations, mais quand je dis qu'on leur a donné beaucoup d'informations, le dataset d'entraînement pour un GPT-3, il faut vous dire que vous prenez toute la taille de Wikipédia à côté, mais toutes les pages qu'il y a sur Wikipédia, ça ne représente même pas 0,5% de ce qu'un modèle comme GPT-3 a appris. Et là, on parle de modèles qui sont encore plus puissants, encore plus évolués. Mais in fine, c'est de la prédiction mathématique de mots après d'autres mots, et c'est tout. Merci. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc, juste un point quand même, qui est de rappeler que la notion de dataset rappelle que toutes les IA ont un biais énorme, et c'est ça. Qui est le dataset, la nourriture première qu'on a donnée à son modèle va influer énormément. Et d'ailleurs, on voit bien que ça pose problème puisque tout le monde dit que les IA ont des biais hyper importants à cause des gens qui les ont entraînés. Ok, super, merci Alexandre. Alors maintenant qu'on a tous compris ce que c'est, d'où ça vient, les tendances, les évolutions, rentrons un peu dans le vif du sujet, Alexandre. Toi qui es d'une vraie culture sales, qui a été sales dans la tech, qu'est-ce que ça a le plus modifié pour toi actuellement déjà, dans l'état actuel des choses? Qu'est-ce que ça a modifié dans ton quotidien, toi, de sales, entre guillemets, même si tu n'es plus de sales, mais j'imagine qu'en tant que CEO, tu fais encore beaucoup de ventes à ce stade. Qu'est-ce que ça a modifié pour toi et qu'est-ce que tu vois venir? Oui, alors, très bonne question. Je pense que j'aurai une réponse en 3 temps et je vais commencer par le 3e, qui me semble le plus évident pour moi. Ce que ça a changé de pouvoir travailler avec des outils comme GPT-4 ou Claude de Anthropic, comme je mentionnais, c'est déjà beaucoup plus de fun à traiter certains sujets qui, auparavant, auraient peut-être été très compliqués à traiter, mais qui tout de suite deviennent beaucoup plus créatifs. Je ne sais pas, analyser, tu pourrais y prendre un exemple tout bête, mais maintenant que tu peux prendre des CSV ou des screenshots de tickets de caisse de ce que tu es allé le midi avec ta boîte, tu pourrais tout à fait t'amuser aujourd'hui à juste uploader des screenshots de reçus que tu as et commencer de manière créative à faire des analyses détaillées sur les types de dépenses que tu peux avoir au quotidien. Je veux dire, ça aurait fait chier tout le monde et ça fait chier tout le monde de faire ses notes de frais ou de même d'aller produire des analyses sur ses notes de frais. Donc, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais c'est simplement l'aspect fun ou des tâches qui auparavant me semblaient soit inaccessibles ou soit trop chronophages en termes de temps investi pour la valeur que ça en a derrière, deviennent beaucoup plus accessibles. Le deuxième point, ce que ça a changé littéralement pour moi, je pense que c'est une façon de travailler qui est différente. Parce que comment je vais traiter certains problèmes, je vais plus maintenant me positionner beaucoup plus comme un chef d'orchestre et un metteur en scène qui va vouloir faire une tâche spécifique, je ne sais pas moi, créer un one-pager à l'Amazon sur une thématique très précise pour pouvoir relancer un client dans le cadre d'un renouvellement de partenariat pour l'année prochaine, par exemple, je vais pouvoir travailler avec simplement de l'information que j'ai trouvée glanée sur Internet, des posts LinkedIn qu'a fait mon prospect,
des blogs qu'il aurait potentiellement écrits, des articles que j'ai vus dans les Échos ou dans Le Monde sur une thématique précise, et juste à partir de la collecte d'informations brutes, pouvoir commencer à dessiner des stratégies un petit peu créatives pour pouvoir lui apporter de l'information qui soit personnalisée, vouloir le relancer en lui faisant des mémos vocaux, en utilisant ma propre voix pour lui donner des anecdotes intéressantes en lien avec son marché pour lui donner envie de recontacter ensemble et qu'on puisse avancer. Donc, il y a une certaine forme où tu es dans l'échange constant avec GPT, et je pense que ce qui est frappant, c'est que plus tu utilises ces outils-là, plus tu te dis qu'en gros, hein, si je résume, mais le prompt engineering, c'est quelque chose qui est à la fois autant de la science que de l'art, parce que déjà d'un modèle à un autre, ça peut changer. Il peut y avoir des bonnes pratiques, certes, des choses qui marchent, et je pense qu'on va en parler un petit peu juste après, mais au final, tu rentres dans une interaction croissante où tu travailles avec l'IA qui vient t'aider en fait en surcouche d'une tâche que tu dois faire, et ça change beaucoup de choses. Et enfin, troisième point, la productivité, tout simplement. Je veux dire, le nombre de tâches où maintenant, je me prends même plus la tête, j'y pense même plus à quel point c'est rentré dans mon quotidien d'utiliser des GPT pour faire des traductions, pour faire des réponses à des emails un peu plus personnalisés. Ça devient partie d'un quotidien à un point que maintenant, quand je regarde des vidéos YouTube, donc j'ai ma vidéo YouTube, mais j'ai mon petit plugin à côté avec Merlin AI, où j'ai une petite IA générative qui vient déjà décrypter, résumer le contenu de la vidéo. Et moi, je peux scanner directement dans la vidéo via le texte pour savoir exactement là où ça peut m'intéresser. Donc, tu vois, tu es dans une recherche et un processus de veille, d'analyse et de production qui est vraiment décuplé, tu vois. Et sans mentir, je pense que je gagne en moyenne 60 à 70% sur certaines des tâches que je fais au quotidien, dont certaines sont faciles et d'autres sont plus compliquées. On avait une question ici, peut-être intermédiaire, d'affaires, si vous voulez bien ouvrir votre micro. Ouais. Non, en fait, il a déjà répondu parce que j'allais demander en quoi l'IA pouvait l'aider à remonter en productivité. Mais c'est bon, il a déjà répondu. D'ailleurs, c'est intéressant quand même sur cette remarque-là, parce qu'on s'aperçoit que la question de la productivité est un enjeu là essentiel, et surtout d'organisation du travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur ça remplace ou il y a de la substitution, c'est que ça change aussi le rapport et d'être plus chef d'orchestre finalement au manager tel que tu l'indiques, Alexandre, quoi. Ouais, mais on peut retourner le problème. En fait, c'est plutôt se dire, OK, quelles sont les compétences d'un GPT aujourd'hui? On s'en fout si c'est le 3, le 4, le 5, le 6. Ils ont des compétences qui seront communes de toute façon. Les compétences où ils sont bons aujourd'hui, sur lesquelles vous pouvez les solliciter, elles sont simples. En fait, on peut les résumer peut-être en quatre familles. La première compétence de ces GPT ou de ces équivalents, c'est qu'ils sont capables déjà de tout lire. Donc, que ce soit des courriels, des chats, des documents, des articles de loi, des protocoles, du code, du JSON, du CSV, tout, ils sont capables de tout lire déjà. Déjà, ils sont capables de tout lire et d'interfacer et d'interagir avec cette donnée. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième compétence majeure de ces trucs où ils sont vraiment forts, leur capacité à résumer et transformer du texte. Simplifier l'information pour la rendre plus accessible, pour la rendre plus facilement digeste, c'est là où ces outils sont extrêmement puissants. Je veux dire, tu prends un PDF de 60 pages sur les accords du climat qui viennent de sortir, personne ne se lit les 60 pages, je suis désolé. Par contre, en extraire la subscientifique moelle de manière ultra concise, précise, documentée et sourcée, ça, c'est des choses sur lesquelles ils vont fonctionner. Donc, résumer et transformer. Troisième partie, brainstorm et planification. Être dans un travail de brainstorm créatif ou de planifier une tâche que tu vas effectuer pas à pas. Donc, typiquement, brainstorm créatif, moi, à titre personnel, je crée des documentaires historiques parce que parmi tout ce que je fais, j'arrive encore aussi à trouver du temps pour faire des documentaires historiques. Je vais utiliser GPT comme un compagnon créatif pour m'aider à trouver des idées de scénarios, de synopsis concernant des personnages, écrire des voix off de manière interactive dans un brainstorm permanent. Donc ça, c'était le troisième point. Et quatrième point, tout ce qui est rédaction et révision. Rédaction, qu'il s'agisse de courriels, de sujets de politique RH ou de dossiers juridiques,
l'IA générative peut aider à vous aider à écrire selon des templates définis, selon des structures définies. Et donc, la somme de ces 4 choses, c'est ce qui fait que c'est puissant aujourd'hui. Et ça, c'est le socle de compétences de ces outils-là, à bien distinguer des connaissances. Parce que ces outils-là, ils sont un peu cons, entre guillemets, ils n'ont pas une connaissance sur tout. Je pense que vous avez déjà vu que sur GPT-3, vous demandez des informations après 2021, ils n'ont pas les informations, ils n'ont pas les connaissances. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences. Et donc, la dynamique aujourd'hui, qui est à l'œuvre et qui est en train de se développer, c'est il y a une compétence, un socle de compétences assez puissant qui est en jeu, qui est ultra versatile parce que tu peux communiquer avec des prompts, avec du texte naturel pour pouvoir créer plein de use cases. Et les connaissances, elles sont en train d'arriver. Elles sont en train d'arriver à être connectées de plus en plus facilement. Les connaissances de l'entreprise, vos connaissances individuelles, les connaissances qui sont issues de vos process, parce que sur la base d'enregistrement de call sales que vous faites, on pourrait tout à fait vous donner des suggestions d'amélioration sur votre effective questioning, etc. Donc, il y a une concordance de compétences et connaissances qui est en train d'être mise à l'œuvre. Et honnêtement, le futur du consultant ou du programmeur, du développeur, va être amené radicalement à changer, puisque 80% de la création de contenu va être ramené à un coût de production vers 0. Donc, il y a un vrai enjeu sur ces métiers-là et sur cette connaissance-là de manière générale. Mais Alexandre, si je suis ton raisonnement, donc ce sont des IA génératives qui vont produire à 80% la documentation qu'on va avoir à dispo. Je pense par exemple au rapport annuel. Quand on adresse les grands comptes, on a tous connu la galère de se taper un rapport annuel d'une boîte du CAC 40, ce qui est quand même hyper laborieux. J'ose même pas imaginer à quel point ça doit être rapide et fun de lui dire sors-moi les éléments les plus importants ou les plus ci et ça. Ouais, et puis après, tu me fais des graphes, tu me fais des gifs animés de l'évolution des taux de croissance selon les années. Enfin, metteur en scène, c'est ce que je te disais. Mais donc, ça veut dire que là, ça y est, je vois déjà la boucle un peu étrange qui se profile. Ouais. Des IA qui écrivent des textes que d'autres IA résument. Ça commence déjà à devenir un peu étrange, là. Ça commence un peu à devenir étrange, mais je pense que moi, le credo qui m'intéresse, c'est plutôt l'efficacité. Et est-ce que potentiellement, ça te permet de terminer plus tôt ta journée pour profiter de tes proches, pour t'instruire sur un autre domaine? Tu vois, tu disais qu'est-ce que ça a changé? Bah, en soi, le métier de sales, c'est toujours le même métier, mais tu as des aides qui sont folles et qui, moi, me rendent plus heureux à faire mon métier, à savoir parler avec les gens, à connecter, parce que j'ai toutes les phases en amont exploratoires sur lesquelles j'ai des aides et j'ai des assistances. Et la deuxième phase, c'est que ça me libère du temps. Et moi, sur mon temps libre, j'apprends à coder en Python, faire mes petits scripts, à essayer d'utiliser l'API de GPT pour l'adapter à mes propres besoins. Enfin, tu vois, c'est ça aussi la différence. C'est justement, Alexandre, sur ce sujet-là, puisque quand on regarde, par exemple, sur l'origine ou les métiers du prompt engineering, c'est vraiment associé au départ au métier d'ingénieur. Et c'est intéressant de voir que maintenant, ça évolue aussi vers le métier de sales, ou en tout cas, il y a une dimension un peu autodidacte. Et là, tel que tu le décris, même de manière très autodidacte, c'est le côté, il faut quand même à la fois toucher un peu sa bille, alors peut-être pas sur le prompt au sens strict, mais toucher sa bille un peu informatique ou dans un code assez facile quand même d'accès, mais de l'autre côté aussi une dimension smart, parce que c'est aussi dans les questions qu'il va falloir poser, dans la qualité de l'échange qu'on aura avec l'IA. Donc est-ce que cette dimension hybride, c'est ça qui va être un peu l'enjeu à l'avenir? C'est ça. Moi, de toute façon, ça résume un peu comment moi je vois les choses à l'heure actuelle. Moi, j'ai pris l'abonnement à GPT parce que ça fait partie de mon métier d'instruire les gens sur tous ces outils-là. Donc, moi, j'ai des abonnements dans à peu près tout. Donc, je teste à peu près tout. Mais quand je prends mon abonnement à 20 € par mois avec GPT-4, pour moi, c'est mon stagiaire à 20 balles par mois, entre guillemets, hein, si je résume. Mon stagiaire, si je lui donne de mauvaises instructions, il va faire du mauvais travail. Tu vois, c'est là où tu es beaucoup plus dans la réflexion, dans l'anticipation de ce que tu veux faire. Et globalement, quand les gens me demandent ce que c'est le prompt engineering, je réponds toujours la même chose. C'est en fonction de la tâche que je dois faire, je vais commencer par ouvrir un document Word vierge et je vais déjà lister les actions que je vais vouloir entreprendre, s'il y a des éventuelles contraintes, s'il y a des étapes qui doivent être mises en place. Est-ce que je dois avoir un persona spécifique en tête? Est-ce que je dois faire GPT se comporter comme
expert du modern selling ou plutôt comme un expert en psychologie. Est-ce que ça, j'ai c'est un pas tant un template? brief. Ça, c'est pas un brief. C'est plutôt un brief pour toi que pour l'IA, on est d'accord? C'est un brief que je fais déjà pour moi, en mode, déjà, qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'un des problèmes, c'est que, en fait, un GPT, vous continuez à lui parler, il va vous répondre en permanence. Il ne vous dira jamais en mode, c'est bon, là, on a bien bossé, on peut s'arrêter là, je pense que tu peux finir ta journée, le résultat est satisfaisant. Donc, tu es dans l'anticipation par rapport à la tâche que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux, à quel objectif tu veux atteindre? C'est quoi le good enough pour que tu puisses mettre en place ton process, ton workflow, entre guillemets, qui sont soit plusieurs prompts ou soit simplement réfléchir à un super méga prompt qui puisse encapsuler le cas d'usage que tu veux essayer de traiter et t'en tenir, parce que tu peux te perdre à l'infini avec ces outils-là. Tu vois, je pense que les gens l'ont déjà dû avoir ce sentiment-là. Mais là où tu as raison, c'est que dans l'usage, par exemple, moi, un usage, on va dire, comme ça, des découvertes, effectivement, mais un peu comme au début, quand on surfait sur Internet, c'est-à-dire se faire emballer par la machine, et puis ne pas avoir, tel un metteur en scène, comme tu l'indiquais, avoir suffisamment prévu en amont une sorte de scénario de questionnement, ou en tout cas d'enchaînement des éléments. Je voudrais qu'on voit, parce qu'avant de redonner la parole à Sylvain, CG qui nous dit quid de l'IA de Bing qui est connecté à Internet et qui a une connaissance très à jour des sujets. Alors, petit sujet sur la connexion Internet. Effectivement, donc via Bing, donc faites Bing AI, vous allez pouvoir avoir une version qui n'est pas vraiment une version comme GPT, c'est une version un peu custom que Azure a créée. Et vous avez donc, bien entendu, un GPT connecté à Bing, donc connecté à jour. Sur les utilisateurs de ChatGPT qui ont la version abonnement, vous avez GPT-4 avec aussi l'accès à Bing. Donc, vous pouvez aussi directement dans ChatGPT pouvoir interagir avec Bing. Et enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui veulent peut-être changer ou découvrir des choses un petit peu nouvelles, moi, ce que j'ai adoré utiliser et que j'utilise toujours, c'est perplexity.ai. Je vous le mets dans le chat. Globalement, c'est une nouvelle façon de faire du search parce que vous allez avoir donc les sources qui vont vous être données et donc vous avez aussi un truc qui est gratuit. Donc, moi, ce que j'aime dans Perplexity AI, c'est non seulement tu pars d'une question très large, je veux chercher des mots-clés, par exemple, pour une stratégie en SIA ou en SEO pour l'année prochaine sur le thématique voyage. Tu pourrais commencer dans Perplexity avec cette question-là. Et de lui-même, il va te proposer des liens, des articles intéressants avec cette thématique-là. Et il va te proposer par lui-même, et c'est ça le génie pour moi, des questions relatives qui sont liées avec la question que tu viens de poser. Donc, en fait, tu pars d'une idée à peu près générale et juste en te laissant guider par les questions automatiques que l'IA fournit par rapport à la première question que tu as fait, tu creuses de plus en plus et de plus en plus deep et de plus en plus profondément sur une thématique dont tu ne savais pas par où trop commencer, ou si tu aurais dû faire une recherche sur Google, tu n'aurais pas trop su comment faire cette recherche Google. Donc, c'est ça aussi le changement de paradigme total. C'est la façon de faire du search beaucoup plus interface, tu vois. Et c'est ça le changement majeur, c'est l'aspect interface qui change tout. Clairement. Alors, merci beaucoup, Alexandre, puisque là, tu fais la transition via la question précédente d'Erwan et la question de notre ami Tanguy sur le chat. Rentrons un petit peu dans la notion de prompt. Ouais. Déjà, de manière un peu générique, j'aimerais bien qu'on évoque les bonnes pratiques globales avant qu'on rentre dans le détail et que tu puisses, comme on l'avait prévu, nous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Si j'ai bien compris, règle numéro 1, pour ne pas se disperser comme le ferait, vous avez très bien dit, n'importe quel réalisateur, on commence offline en cadrant déjà ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner d'autre comme conseil? Puisque là, il faut bien comprendre, Alexandre, qu'on a aujourd'hui dans cette réunion et dans les replays, beaucoup de jeunes commerciaux. Donc, essayons de nous mettre un petit peu dans l'esprit d'un jeune commercial qui va essayer d'aller prompter pour faire du business. Je peux essayer de montrer quelques exemples éventuellement. Oui, l'exemple dont on avait parlé ensemble, si tu peux nous le présenter et nous expliquer un petit peu le dessous des cartes, entre guillemets. Oui, clairement. Bah, est-ce que vous voulez que je partage mon écran ou... Ouais, vas-y. Je pense qu'il c'est ce qui aura de plus efficace. Allez, je vais rapidement donner les grands principes d'une méthode que j'ai en place pour pouvoir définir ces prompts. Comme ça va adresser le premier point. Et ensuite, je vous montrerai un workflow un peu personnel
dans l'utilisation séquencée de différents outils ensemble. Donc là, Et pour poser la question, parce que Tanguy a posé une question intelligente, est-ce que le prompt ChatGPT, c'est le même que le prompt Bard a priori, ou il va falloir en plus devenir… Alors, vous oubliez Bard tout de suite. Pour le moment, Bard, moi, je le trouve très mauvais. Donc, c'est vraiment à proscrire pour le moment. Bard, moi, le seul moyen où j'utilise, c'est pour faire de la reconnaissance de caractères optiques. Donc, typiquement, je lui donne une note écrite, je lui demande qu'est-ce que tu vois, mais je n'utilise pas Bard. Mais a priori, les règles du prompting sont les mêmes en fonction des modèles de langage, parce que et on va en barder maintenant, le prompt engineering, c'est déjà en fait une certaine forme de codification du message, de la consigne que tu vas donner à un chat GPT, tu vois. Et donc concrètement, voyons peut-être un exemple ensemble. Là, j'ai mon écran qui normalement devrait se mettre super. comme il faut. Moi, c'est ce que j'utilise tout le temps, c'est la méthode Aspect. Donc, la méthode Aspect, ça vient d'un Anglais qui s'appelle Rob Lennon et qui a théorisé ça un petit peu au début de l'année. Et je trouve, et c'est cette méthodologie-là qui est restée avec moi dans mon utilisation. Donc, quand j'ai un prompt, une tâche à faire, je vais toujours me dire, OK, Aspect, ça va correspondre à différentes lettres. Donc, le A, c'est une action. Donc, je sais qu'il va falloir une action qui va falloir être entreprise. Le S, c'est des steps, les étapes. Quelles sont les étapes qu'il va falloir suivre pour effectuer cette action? Je sais que je vais avoir le persona, une personnalité où je vais demander à ChatGPT d'émuler une personnalité spécifique. Attention, Alexandre, parce que c'est important. Ce point, je l'avais déjà vu passer. Et pour nous, sales, persona, c'est toujours la cible. Alors que c'est la personne que tu émules pour qu'elle actionne comme… Alors, c'est ça. Mais là, si tu veux, et là, c'est ça qui est génial, c'est que là, tu peux très bien le changer. Personnalité audience, donc tu peux avoir une personnalité à émuler versus une audience à cibler, qui est profil non technique, etc., etc. Et ça, c'est vraiment c'est ce que tu fais justement, tu vois, en préambule. Tu vas essayer de réfléchir à des exemples, donc des entrées d'input et d'output. Donc, par exemple, tu pourrais tout à fait dire… moi, je te donne en exemple 3 types d'emails que j'ai l'habitude de faire pour faire du icebreaking en technique commerciale qui fonctionne bien pour que tu puisses t'en inspirer. Donc, je lui donne des exemples, je le nourris. Je peux lui donner un contexte. Le contexte de l'action, ça va être justement ce que tu disais. Alors, potentiellement… juste une question, Alexandre. Excuse-moi, je me permets de t'interrompre de temps en temps pour éclaircir certains points. Là, tu viens de dire, je lui donne des exemples que tu lui fournis toi sur des icebreakers que tu as trouvé smart, que tu as fait toi. Est-ce que tu peux aussi lui dire d'aller chercher, de lui dire va chercher les meilleurs icebreakers qui traînent sur Internet? Tout à fait, tu pourrais lui demander. Mais encore une fois, moi, là où je trouve intéressant, c'est que si tu as déjà fait un peu le travail au préalable d'identifier des articles, des formulations, parce que tu as déjà un petit peu cherché de ton côté, c'est d'autant plus pertinent que si tu le laisses chercher tout seul. Si tu le laisses chercher tout seul, connecté avec Bing, par exemple, sur GPT, oui, il ira trouver de lui-même, mais il ne faut pas sous-estimer que la vraie force de l'humain, c'est l'aspect curatif, et que la vraie force de ces IA, c'est d'enrober ce contenu curated pour le rendre accessible, digeste à n'importe quel type d'audience. Bien sûr, bien sûr. Non, mais alors, je faisais ce point parce que effectivement, je pense qu'on n'utilise pas de la même façon ChatGPT quand on a comme toi 10 ans d'expérience commerciale et quand on est un jeune sales qui démarre et qui va en plus peut-être avoir besoin d'être encore plus alimenté par la machine. Mais de toute façon, ce qu'on fera, c'est que moi, j'ai prévu ça me permet de faire un bon point et d'enchaîner. Globalement, vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous constituer des bibliothèques de prompt, des choses que vous avez essayées, que vous avez vues qui fonctionnent bien. Donc, moi, j'ai commencé à me faire ma propre petite bibliothèque. Je pourrais éventuellement le partager. Mais si on prend un exemple, je ne sais pas, moi, alors c'est en anglais parce que j'ai plus l'habitude de travailler en anglais. Mais là, j'ai des prompts qui vont être toujours, en fait, si vous voulez, un petit peu, on voit déjà la structure en filigrane que j'expliquais tout à l'heure. Donc ça, si tu voulais, je pourrais te le partager, histoire qu'on ait les gens puissent avoir des bases sur lesquelles ils peuvent se projeter. Voilà, j'ai essayé de faire de l'audience building pour faire du contenu marketing, gérer son funnel marketing,
un peu plus de l'opération, un peu plus de la stratégie. Et maintenant, si tu le veux bien, je peux te montrer un peu, voilà, une des idées de workflow que moi j'utilise à titre personnel pour peut-être que les gens arrivent à se projeter un petit peu plus. Et donc, en définitive, hein, si on termine sur ma méthode Aspect, ça, voilà, c'est mes guidelines. Je sais que je vais devoir les noter quelque part et de manière concrète. Là, c'est un prompt que j'avais préparé. Tu vois, je vais lui dire, je veux que tu agisses comme un consultant d'une société de conseil comme McKinsey ou Boston Consulting ou Bain. J'ai besoin que tu me donnes une description en un certain nombre de mots de l'industrie et bien entendu, toutes ces étapes-là que vous voyez ici, qui sont entre parenthèses, ça va être là où vous allez préciser de l'information, vous allez abreuver le GPT des informations à propos de votre client, qui il est, l'audience, etc. Et je lui ai demandé de me fournir un cadre stratégique. Et tu vois, dans les cadres stratégiques, j'ai déjà des choses qui sont un peu préétablies, des grands frameworks qui sont utilisés dans les stratégies de présentation d'informations de ces cabinets de conseil et qui va donc être fait pour toi. Et donc, à travers un prompt comme ça, ben, on voit qu'il y a bien une personnalité, on voit qu'il y a bien différentes étapes, on voit qu'il y a des contextes additionnels qui va être donné, on voit qu'il y a un apport d'informations externes parce que là, je lui donne des idées de cadre stratégique. Donc, voilà un petit peu pour la méthode Aspect. Maintenant, si tu le veux bien, on va faire en accéléré quelque chose que j'ai présenté récemment en cours parce que je donne des cours autour de l'utilisation de l'IA. Et là, c'est un workflow qui va nous permettre en fait de partir de différentes notes que tu as collectées. Donc là, en l'occurrence, tout est en anglais, donc je vais juste le commenter en français. Vous aurez aussi accès au Loom. Là, j'ai créé un drive avec des articles divers et variés. Donc, il y a des documents en format Google Doc qui sont des documents que j'ai trouvés sur Internet. Là, en l'occurrence, c'est des stratégies, voilà, des résumés de stratégies d'investissement pour l'année 2023 pour faire de l'allocation d'actifs. J'ai un PDF de BlackRock qui était un petit peu vieux, qui est sorti en 2018, mais des conseils pour bien gérer son allocation d'actifs. J'ai un article de Les Échos que j'ai copié-collé. Donc voilà, j'ai une différente source d'informations. Je les ai un petit peu lus en rapide. Je ne me suis pas forcément tapé tout parce que j'avais un peu la flemme. Mais là, je vais commencer donc une séquence. Donc là, je vais tout simplement avec, donc ça, c'est avec GPT-4 où on peut maintenant ajouter des documents. Je vais lui dire, bah tiens, je vais te donner un premier document. Donc, je lui joins mon premier document. Je vais lui dire, bah tiens, fais-moi un résumé des principales trends qui est dans ce document que je viens de te donner. L'idée, c'est qu'on puisse avoir tout ça de manière bien digeste, bien compacte, dans un document financier à partager. Donc là, j'avance un petit peu. Là, il me fait un premier résumé sur la base du premier article que je lui ai donné. Okay. Donc là, moi, je ne vais pas me poser de questions. Je vais copier-coller ce premier résumé-là dans un bloc-notes, dans un document à part. Je continue le processus. Hein. Je lui donne maintenant l'article Les Échos. Pareil, je lui donne le même prompt. Hein. Vas-y, donne-moi les principales trends, voilà les principales choses inattendues que tu as vues dans ces documents-là. Et donc, en fait, in fine, je répète ce processus-là donc 4 fois parce que j'ai 4 documents. Et donc, in fine, je peux vous montrer. Donc, j'ai une note finale où je vais avoir un résumé de 2 ou 3 pages max, je crois, sur une thématique bien précise qui fait la compilation de différentes sources à la fois. Donc là, vous allez me dire, OK, bah, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as tout ça? Je vais télécharger ce document-là qui n'est rien d'autre qu'une série de copier-coller. Donc là, sur cette base d'informations-là, je vais demander maintenant à mon chat GPT, je vais dire, bah, OK, super. Maintenant, voilà les informations consolidées sur la base de ces 4 articles. Tu me fais un one-pager à la Amazon, c'est-à-dire le one-pager à la Amazon, c'est pour, voilà, tu parles à des gens, ils n'ont pas le temps. Donc, il faut les key findings, donc les principales trouvailles, il faut les recommandations, il faut que ça soit hyper clair et c'est limite militaire, c'est la façon de Amazon de communiquer. Et donc, là, j'ai un one-pager qui va être téléchargé, donc qui est en anglais, qui est nickel, qui est prêt à envoyer, que je peux décliner sur d'autres formats, le demander en français, le demander dans n'importe quelle langue. Donc, ça, c'est ma première étape.
Ça, c'est ma première étape. J'ai déjà un one-pager. Et à partir de ce one-pager-là, je vais vouloir faire des emails de relance un petit peu automatiques sur mes clients. Donc là, on continue un petit peu le process, toujours dans la même conversation. Je vais lui dire, OK, basé sur ce mémo très intéressant que je viens de réaliser, que en fait, tu viens de réaliser pour moi, je voudrais qu'à présent, tu proposes un meeting à mon client. Voilà un exemple d'email que je lui avais envoyé récemment pour que tu vois un petit peu mon style d'écriture et que tu ne parles pas non plus dans des façons d'écrire qui ne sont pas moi. Sur la base du contenu de ce one-pager et de cet email que j'ai fait par le passé, je veux que tu proposes une invitation à ce qu'on fasse le point sur son compte pour l'année prochaine et faire une revue un peu personnalisée pour qu'il soit au courant de ce qui se passe au niveau des mouvements du marché afin qu'on en discute sereinement. Donc, tu as GPT qui s'exécute pour toi, qui te crée donc ton email personnalisé. Là, tu vas dire, très bien, donc tu as un email qui ressemble à ta façon d'écrire, à ta façon d'exprimer. Donc ça, le temps gagné, il est absolument complètement dingo. Et à la suite de ça, donc tu as tes différents emails. Tu peux les avoir dans différentes langues si tu veux. Et tu pourrais même te dire, et là, on va passer sur plus une démo un peu en direct que j'avais prévue. Tu pourrais te dire, OK, maintenant, j'ai sur la base de du one-pager que j'ai donné, j'ai mon mémo. Je veux aussi un mémo vocal d'une durée de 60 à 90 secondes maximum. Donc là, en l'occurrence, je vais lui demander, tu vas écrire une histoire courte et créative sur la base du mémo que je viens de te donner. Tu vas proposer un nouveau rendez-vous à mon client. Client, je vais mettre toutes les infos clés ici. Là, je n'ai rien mis, mais je pourrais mettre beaucoup plus. Pour la période, donc là, j'ai mis la période Q4 2023. Tu pourrais tout à fait préciser en langage naturel. By the way, moi, je peux prendre que des rendez-vous entre 16h et 18h. Le mois de décembre, je suis pas dispo. Le script final va devoir suivre les faits fournis dans le mémo. Trouve-moi des idées créatives. Là, je lui dis, prends une respiration profonde, vas-y pas à pas. Et donc là, il va me proposer des idées de mémo vocales, hein, tu vois. Donc là, je peux regarder, en sélectionner un. Je peux prendre littéralement le premier texte que je trouve, aller dans un outil qui s'appelle Eleven Labs. Là, je vais lui copier-coller le texte, le mémo vocal. Je vais choisir une des voix synthétiques. Je pourrais choisir la voix de Kylian Mbappé. Là, je vais choisir une voix un petit peu synthétique anglaise. Je vais dire Generate. Et là, tu vas voir en l'espace de… Là, du coup, on est en live. Hein. Hop. Je ne sais pas si vous entendez. Non. Eh bien, je ne sais pas comment je pourrais faire entendre ça, mais en gros, si tu veux… c'est marrant qu'il… On te fait confiance. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'en l'espace au final, de manière très, très rapide, sur n'importe quel sujet, je peux prendre la main demain sur n'importe quel sujet que je ne connais pas et être à jour extrêmement rapidement et créer toutes sortes de contenus pour pouvoir interagir avec mon client in fine. On a Maxime qui pose une question et on aura peut-être d'autres ou des commentaires. Maxime. Oui, bonjour Alexandre, donc merci pour cette présentation. Et du coup, je me pose la question, quel plugin tu utilises pour la reconnaissance des documents? Ouais, ça c'est une bonne question. Donc en gros, moi, pour tout ce qui est traitement de documents, de PDF, etc., je me prends plus la tête. Moi, je passe par Anthropic, donc le modèle Claude 2, qui est beaucoup plus adapté pour lire tout type de contenu. Donc des PDF, des CSV, etc. Et donc Claude 2, en fait, vous pouvez y accéder. Normalement, Claude 2, c'est uniquement pour les personnes qui sont aux États-Unis et qui sont en Angleterre parce qu'il vous faut un numéro de ces pays concernés. Mais par contre, il y a Po, donc c'est un agrégateur, je vous le mets dans le chat, qui vous permet en fait de pouvoir utiliser tous les modèles qui existent un petit peu et vous faire votre propre idée. Donc, si tu vas sur Po, j'ai mis le lien en commentaire, tu vas aller pouvoir ensuite choisir… Excusez-moi Maxime et Alexandre, mais ça veut dire que ChatGPT, nativement, il ne sait pas lire un PDF? Si, il sait lire, mais moi, il y a parfois des erreurs d'encodage. Donc, tu verras que parfois, tu as des PDF que tu lui donnes, il arrive à les lire, parfois, il n'y arrive pas et tu ne comprends pas pourquoi. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est parce que les PDF, ils sont tous de manière assez différente. Non, donc ça veut dire que quand tu veux le faire de manière un peu industrielle et pro, il faut quand même avoir en tête. D'ailleurs, je vois que le temps passe, mais il va aussi falloir qu'on évoque le fait que ChatGPT n'est pas
autonome à lui tout seul. Ouais, et que chaque fois qu'on parle avec des experts comme toi, on entend bien qu'il y a un stack pour pouvoir faire du business avec de l'IA générative. Il ne faut pas espérer mettre juste 20 € par mois et avoir ChatGPT 4. Ça va être un peu light. Bah, en fait, oui et non, parce que si tu as tellement bien compris le use case que tu veux traiter, moi aujourd'hui, en vrai, je l'utilise vraiment énormément, même en frais d'API, et pourtant je l'utilise beaucoup. Je reste sur des montants qui sont tout à fait acceptables et qui sont en dessous de 20 $ par mois. Donc, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que les outils sont tellement versatiles. Et oui, c'est toujours compliqué de faire un business rentable de toute façon. Mais aujourd'hui, tu peux adresser… Je veux dire, il y a des gars qui ont adressé un use case tout bête que j'ai vu récemment. C'est des gars qui s'appellent Typeframe, qui ont été acquis par les gars qui ont fait Tweet Hunter ou Taplio. Et en fait, Typeframe, qu'est-ce qu'ils font? Tu donnes ton site web en entrée, donc l'URL de ton site web, et automatiquement, en fait, tu vas avoir des espèces de pré-processing avec des GPT derrière un petit peu cachés qui vont créer en fait plein de petites catchlines autour de ton business et les assembler, les mettre dans une vidéo pour que tu puisses avoir un habillement un peu classe, un peu cool, au goût du jour. Wow. Et ça, c'est hyper simple à faire. Donc, je serais plus mesuré dans… c'est un peu plus compliqué. C'est sûr qu'il y a des outils, il y a une stack technique. Moi, je vous recommande pour ceux qui veulent découvrir des use cases pertinents que d'autres personnes ont pu construire et vous voulez simplement un petit peu tester, il y a un outil que j'utilise au quotidien, pour avoir une source d'inspiration. Je vous le mets également dans le chat. Donc, c'est LangChain. LangChain, c'est un outil qui permet en fait de pouvoir connecter des modèles comme GPT entre eux et pouvoir faire des séquences de prompts un petit peu fines, un petit peu malines. Et dans le lien que je vous ai mis, c'est que des gens qui ont répertorié tous leurs meilleurs use cases, tous les meilleurs prompts qu'ils ont utilisés et que vous allez pouvoir donc tester directement en condition avec voilà, un répertoire de prompts curaté par une communauté de gens qui sont soit prompt engineers ou qui passent beaucoup de temps. Donc, tu as raison, il faut être informé et ça, c'est un bon outil pour être… Justement, Alexandre, parce que tu évoques plusieurs outils, si tu en mettais 2-3 pour toi, ce serait en plus de ChatGPT 4 par exemple. Donc, ce serait quoi dans le stack que tu mettrais? Donc, LangChain, mais tu mets d'autres choses? LangChain, c'est plus parce que je vais vouloir faire mes propres cas d'usage. Et donc, si tu veux créer tes propres cas d'usage, tu veux passer par l'API d'OpenAI, donc de ChatGPT, qui est extrêmement bien faite et qui est extrêmement facile à utiliser. Mais en termes d'autres outils que j'utilise au quotidien, je te dirais, moi, vraiment, c'est GPT-4 et Claude de Anthropic, donc Claude 2 de Anthropic, parce que je vais pouvoir travailler avec des documents énormes. Et vu que je fais beaucoup de recherches, on va dire… tu vois, moi, je dois cruncher beaucoup de papiers de recherche, beaucoup d'articles, etc. C'est vraiment les deux outils que j'utilise le plus au quotidien. Midjourney, c'est pour l'aspect prompt art et l'aspect un peu plus fun. Mais si je devais en retenir que deux, ça serait vraiment GPT-4 et Claude 2, quoi. Question, je vois qu'on arrive bientôt à la fin. Il y avait des sujets que je voulais évoquer pour projeter un peu tout ça, ce qui va nous arriver ou ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu crois dans les mois, semaines, années à venir à des modèles d'IA génératifs capables de créer des interactions commerciales? Oui, bah, je pense que de toute façon, à travers… Bon, c'est sûr que l'émulation de la voix, ça fait toujours son petit effet. C'est intéressant. Ça peut être intégré dans des processus de relance commerciale ou des choses qui peuvent être, si tu veux, de l'ordre du reminder. Demain, l'interaction commerciale, en fait, je vais te répondre que oui, il y a déjà des tests qui sont faits. Moi, j'ai vu des trucs récemment cet été. Alors, c'est un domaine qui nous est un peu éloigné, mais qui nous vient du domaine du jeu vidéo, où en fait, des personnes ont réussi à créer des NPC. Donc, dans le jeu vidéo, les NPC, c'est des caractères non jouables. Et en fait, tu es dans un casque de réalité virtuelle et tu interagis avec un NPC. Donc là, en l'occurrence, dans la vidéo, c'était Père Gepetto, en hommage à GPT, qui est donc un prêtre franciscain du XVIIIe siècle qui te raconte toujours sa life sur sa vie de monastère et avec qui tu peux interagir en disant, bah voilà, Père Gepetto,
voilà, je suis un peu perdu en ce moment, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et qui va te répondre selon un script, en fait, selon un prompt qui a été donné au préalable. Et ça, en fait, ce temps de latence, le temps j'envoie l'information pour avoir la synthétisation, envoyer l'information à GPT, GPT traite l'information, la voix va être synthétisée et ensuite la voix est renvoyée. La latence est de plus en plus faible. Tu vois, là, j'ai créé, dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, où je crée un mémo vocal, ça prend même pas 30 secondes de créer un mémo vocal de 30 secondes. Donc, je pense que ça va être de plus en plus difficile de savoir si on parle vraiment à un humain ou si on parle à une IA. Et c'est d'autant plus intéressant de savoir comment ça fonctionne pour être informé, parce que je pense que le monde, globalement, le monde n'est pas prêt pour tout ça, quoi. Clairement, c'est ça la question posée, hein, avec ces évolutions extrêmement rapides où je vois moi passer des choses où on nous prédit effectivement de la vidéo générative quasi en temps réel, donc la possibilité d'avoir un avatar qui ressemble à un humain avec lequel tu puisses échanger. Est-ce que ça te paraît de la totale science-fiction ou en vrai, 2025, ça devrait arriver? Pas du tout. Et si vous regardez les annonces que Meta ont fait en ce sens, donc Meta, c'est Facebook, hein, Meta ont carrément annoncé qu'ils étaient en période de test avec des influenceurs AI, quoi, en gros, des chaînes Insta. Donc, t'imagines l'enfer du truc. Enfin, moi, c'est pas ma cam, mais t'imagines l'enfer du truc. Donc, des influenceurs AI qui créent eux-mêmes des contenus. Bon, à quand aussi les fakes du coup, sais, juste, Alexandre, il y a un nouveau métier qui est apparu, c'est agent, si tu veux, pour des influenceurs AI. Donc non, là, ça va être… Donc, tapez, en vrai, sans mentir, tapez Meta agent AI expérimentation, là, vous allez voir en fait ces influenceurs qui sont plus vrais que nature. Et c'est ça que je veux dire aussi aux gens. Le délire de « Ah oui, mais en fait, l'IA générative sur l'image ou sur la vidéo, ça fait des mecs avec 6 doigts et des yeux un peu chelous et tout. » En vrai, arrêtez, parce que ça, vous n'êtes pas prêt pour ce qui va nous arriver dans la tête, parce que ça, c'était vrai il y a 1 an et demi quand c'est sorti sur les premiers modèles. Mais depuis, il s'est passé une éternité pour l'IA générative. Donc, franchement, c'est pas du tout déconnant. C'est même la stratégie annoncée de Meta de créer des doubles numériques qui fait que on vient même à se poser la question, et je crois qu'on avait parlé ensemble au début, Sylvain, en préambule, mais ce qui a de la valeur au final, c'est peut-être ce que toi, humain, tu produis, ce que tu écris réellement. Peut-être qu'on va être dans une situation où il faut vraiment que ce soit toi qui écris tes posts LinkedIn et toutes tes communications, parce que c'est peut-être le seul vecteur d'identité que tu pourrais avoir dans un monde où tout peut être émulé par n'importe qui pour n'importe quel coup. Et c'est ça la question et les enjeux de demain à réfléchir collectivement et dépasser l'effet waouh, sidération, c'est génial. Je pense aussi, et d'ailleurs, pour faire le lien aussi avec ce qu'on fait chez Euridis, je dis toujours que sur du transactionnel, sur de la vente vraiment transactionnelle, je crois qu'il va y avoir de plus en plus effectivement d'avatars IA hyper perfectionnés et que notre métier ne va exister que grâce à la qualité du cycle de vente qu'on va proposer, au côté très humain qu'on va mettre dedans et au côté imprévu. Sortir d'une chaîne déjà préparée et d'avoir ce fameux chaos dont tu parlais tout à l'heure, qui va être la marque humaine. Et le chaos humain basé sur des méthodologies telles qu'on apprend chez Euridis, que ce soit du Medic, du Spin, Value Selling, etc., je pense que c'est ce qui va rester de notre métier commercial et qu'il ne faut pas se tromper, quoi. Si c'est pour faire des choses basiques, si c'est pour envoyer des mails basiques, faire des relances basiques au téléphone, je crois qu'on n'a plus notre place pour le faire. Et qu'il va falloir upgrader complètement toutes nos actions. Et c'est le sens dans lequel, en tout cas, on va aller peut-être plus vers du service, du custom. Le cas que je vous présentais, le one-pager, sur la base de n'importe quelle documentation, ça va dans le sens de je dois parler demain à un client dans l'assurance, je ne connais pas ses enjeux, j'ai quand même fait l'effort de faire ma recherche au préambule, de regarder un petit peu des choses, mais je vais être un peu juste au niveau du temps pour structurer un petit peu tous les insights qui vont me permettre d'avoir le point d'accroche, l'angle intéressant
pour aller loquer la conversation et développer un terrain de vente qui soit propice. Donc, je suis d'accord au final avec cette analyse. Petite question, juste pour faire du lien. Petite question, alors là, c'est plutôt le dirigeant sur la partie formation. Il se trouve qu'il y a quelques temps, et vraiment il y a très peu de temps avec Sylvain, on s'était posé la question, tu sais, sur des métiers liés au copywriting, qui semblent être déjà quasiment dépassés avec ChatGPT. Remplacé ou pas, mais en tout cas par la question du prompt engineering. Mais petite question aussi, alors, demi-science-fiction, mais est-ce que ça va pas être, est-ce que l'IA va pas elle-même générer ses propres prompts qui permet, si tu veux, d'ailleurs, ce que tu montres est déjà le cas et qui rendrait un petit peu caduque aussi le métier de prompt engineering. Moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, si tu veux me désigner prompt engineer, déjà, ça me fait marrer. Et de deux, c'est quelque chose qui est en construction. Mais la réalité, c'est que prompt engineer, c'est ce que je te disais au début, c'est à la fois à l'intersextis entre des espèces de guidelines générales de comment on communique avec une machine, autant qu'un aspect limite artistique où tu ne comprends pas vraiment pourquoi le modèle il réagit comme ça, parce que ça fait de la prédiction de mots à la suite d'autres, si je reprends le principe premier. Donc, déjà, ce n'est pas vraiment une science, c'est plus des préceptes. Et aujourd'hui, tu dois te réfléchir, creuser les méninges pour savoir créer des prompts. Et plus tu passes de temps, c'est ce que je te disais, plus tu auras des outputs de meilleure qualité. Mais déjà, aujourd'hui, moi, quand par exemple, je dois créer mon petit documentaire historique, j'ai un script, donc j'ai une voix off. Sur cette base de voix off, j'ai demandé de créer des descriptions scéniques qui pourraient accompagner la voix off. Et ces descriptions scéniques, moi, j'ai déjà des prompts intermédiaires où j'ai dans GPT-4, je lui dis, tu es un expert pour améliorer mes prompts pour que je puisse les mettre dans Midjourney, par exemple, où là, je lui juste copie-colle ma description scénique toute bête que j'ai fait avant. Je lui donne une série d'instructions et lui, il me donne un prompt complètement ouf que j'aurais jamais pensé à faire, que j'ai juste à faire copier-coller dans Midjourney et qui fait une image ma boule et qui, une fois sur deux, est direct dans le montage final, tu vois. Donc, on est déjà, en fait, dans ce schéma-là. Mais il ne faut pas dire aux gens, ne vous intéressez pas ce sujet-là parce que ce truc est voué à disparaître. C'est plus déjà comprendre comment ça fonctionne, passer du temps vraiment passer du temps à faire des choses simples, à jouer avec, à vous rendre compte, parce que ces choses-là vont devenir très importantes en fait dans nos métiers de consultants, dans nos métiers de sales, dans nos métiers de dirigeants, dans nos métiers de formateurs, de chefs d'équipe, etc. Même plus qu'important, Alexandre, et c'est pour ça qu'on est vraiment heureux que tu sois venu ce soir, parce que, et ce sera un peu la conclusion, parce que je vois qu'on a déjà un peu débordé, mais c'est de se dire, si on n'est pas vigilant à la valeur ajoutée qu'on produit dans notre métier, nous les commerciaux en tout cas, pour concentrer un peu le sujet, il faut bien se dire qu'on va rester dans un canapé à regarder des IA sales vendre à des IA acheteurs. Potentiellement, si elles prennent tout le temps les meilleures décisions. Donc, c'est pour ça que si on n'est pas hyper connecté à ce sujet-là, on peut laisser passer la vague, alors que je crois qu'effectivement, le commercial augmenté, comme aimait l'appeler Loïc Simon au tout début du social selling, a encore de très, très, très beaux jours devant lui, mais à condition de ne pas se reposer bêtement sur le système et de faire en sorte de prendre cette vague pour aller plus vite et accélérer. Dernière question peut-être de Maxime rapidement et après on va conclure cette émission. Maxime, si tu nous entends, je crois que tu avais levé la main. Oui, non, j'avais levé la main parce que je voulais rebondir par rapport à… Vas-y, et Thibaut juste ensuite. Un des tips que moi j'avais fait avec ChatGPT, c'est de le mettre dans la position d'un client en lui disant que moi je vais jouer le rôle du commercial et de lui demander de m'évaluer et de prendre la décision à la fin d'acheter ou pas en me confiant des arguments, des contre-arguments auxquels je devrais répondre, etc. Et donc en fait j'ai une vraie communication, un vrai échange et voilà, je lui demande de se baser sur lui, ses douleurs, de se baser également sur ses envies d'achat, etc. Donc je le mets dans la situation réelle de mon client pour pouvoir échanger. Ça, c'est un jeu de rôle intéressant avec lequel les gens peuvent essayer de jouer avec. Ouais, c'est hyper intéressant.
Je crois même que ça va. Très bon conseil sur nos formateurs également au sein de Redis. Alors, il y aura peut-être une réaction d'Alexandre, mais aussi une question ou remarque de Thibaut. Tout d'abord, un grand merci Alexandre. C'était clair et complet. C'était vraiment intéressant. Je vais juste compléter sur des choses très basiques pour nous, commerciaux. À savoir, on peut demander à l'IA de nous aider à créer des métaphores, qui est quand même un des outils extraordinaires du commercial pour se faire comprendre. Et c'est remarquable. Le deuxième, ça peut nous aider à créer des acronymes. Et ça aussi, c'est juste extraordinaire pour la mémoire. Et quand on fait débat, tous les commerciaux le savent, c'est quand même fabuleux de finir par un acronyme qui va être répété facilement. Troisième truc, quand on construit son USP, on peut demander à l'IA de la challenger et de nous dire est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est claire. Et elle va te dire, et elle va t'aider à la construire pour être encore plus synthétique et efficace. C'est juste dingue. Et le dernier, c'est on a comme partenaire Human Linker, par exemple, qui intègre un profil disque d'une personne quand elle est sur LinkedIn. Et donc, en fait, tu peux construire tes propositions commerciales. Tu peux en construire 4, on va dire. Une pour un directif, une pour un stable, une pour un confirmiste, etc. Et tu peux demander à l'IA de t'aider à construire tes propositions en fonction de chacun des modes de communication. Tu peux identifier le mode de communication de la personne et après, tu as des IA et tu fais le mail exactement comme tu l'avais présenté en disant ressors-moi de ma propale les éléments qui correspondent à un directif. Et donc, on a un directif, on a les chiffres, alors que le relationnel, on a plutôt la relation, etc. Il y a des trucs extraordinaires à faire et merci beaucoup pour ta présentation, c'était inspirant. Peut-être le dernier mot, justement, Alexandre, si tu as aussi une ou deux remarques sur le sujet, puis on va conclure. Je dirais l'idée qui, je pense, nous rassemble, en tout cas Sylvain, c'est je pense vraiment qu'il faut qu'on dépasse la simple stigmatisation IA versus humain. Et c'est vraiment là où tu commences à t'amuser et tu deviens vraiment prolifique et productif. C'est quand tu intègres en fait l'IA dans ton processus, où c'est donc l'humain plus l'IA qui de toute façon fera toujours mieux que simplement l'IA. Donc plutôt l'idée de copilote, c'est la plus vertueuse. Et sans devoir chercher à midi 14h ou compliqué, ne serait-ce qu'avoir maintenant ces chatbots qui peuvent venir dans des calls commerciaux, pouvoir être là, être enregistré tout le transcript, vous aider aussi à faire une partie du séquençage de toutes les questions que vous avez pu poser pendant un call de 45 minutes et vous ayez vos notes à côté plus les notes qu'a fait l'IA, que vous pouvez combiner les deux. Franchement, rien que ça, c'est un truc qui est démentiel. Je veux dire, moi, le temps que j'ai perdu à devoir prendre des notes, j'écoutais pas bien parce que je voulais être sûr que j'ai bien pris des notes. Enfin, tout ça sont des choses réelles dans la vie des gens. Et quand tu vois le temps qu'on passe au téléphone en tant que sales, rien que pour ça, ça vaut le coup de s'y intéresser à minima et de voir comment ça fonctionne. J'ai vu que tu avais lancé une appli en tout cas une IA pour prendre des notes du SalesTalk, je crois. Où je vois Alex où il y a visiblement via c'est Alex Brunetière. Ah pardon, c'est pas le même. D'accord, j'ai cru que c'était Alex qui a lancé une IA de captation de ce qu'on se dit. C'est super. Donc voilà un peu mon. Super. Merci beaucoup Alexandre, c'était hyper enrichissant. Merci à tous d'avoir été là. Ce sont des sujets qui, je pense, sont au cœur de l'évolution de notre beau métier. Et donc, comptez sur nous pour continuer à avoir des invités de qualité comme Alexandre pour pouvoir éclairer ces sujets qui sont, ma foi, quand même très complexes. Et merci de l'avoir fait avec beaucoup de simplicité, Alexandre. Je vous en prie, c'était un plaisir. Vraiment immense merci. Merci à tous. Et puis, on se retrouve au mois de novembre pour les prochains SalesTalk. Nous aurons 2 SalesTalk au mois de novembre à suivre. En tout cas, alors tu n'es pas venu physiquement encore chez Redis, Alexandre, mais tu es chez toi. Et vraiment, grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que d'ici une petite semaine à peine, vous pourrez retrouver ce SalesTalk sur notre chaîne YouTube en replay à consommer sans modération. Merci à tous. Merci Sylvain, évidemment. Et grand merci Alexandre. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.